Bonjour Anne Anglaise. Bonjour. Alors, vous avez été professeur d'histoire géo au lycée Léon Blum à Créteil, dans le Val-de-Marne, pendant 19 ans. C'est juste à côté de Paris, pour ceux qui ne situent pas. Vous êtes l'une des co-auteurs d'un livre passionnant sur ce que l'école peut réussir dans les banlieues populaires, au-delà des préjugés. Ce livre, publié aux éditions La Découverte, s'intitule « Territoire vivant de la République ». Alors ce livre, c'est un livre collectif. Je crois qu'il y a une trentaine d'auteurs, pour la plupart des professeurs comme vous, mais il y a aussi d'autres, il y a des universitaires, voilà, majoritairement en Île-de-France, mais aussi dans d'autres régions de France. Oui, ça parcourt la France. C'est un livre qui se veut, je dirais, sur la situation de l'école dans les banlieues. C'est un livre optimiste, mais pas naïf. Oui, c'est aussi une sorte, ça se veut aussi une sorte de photographie ou de radiographie, finalement, d'une école qui va bien. Alors ce titre, Territoire vivant de la République, c'est un titre qui fait référence, qui fait contrepoint, on peut dire, à un autre livre, que c'était Territoire perdu de la République, qui était publié en 2002, et qui en fait partait du principe que le communautarisme avait gagné la partie dans les villes de banlieue, quoi. Alors, c'était un ouvrage qui jetait un petit peu l'alarme et qui n'avait peut-être pas tort de signaler des incidents. De là à dire qu'ils étaient la loi générale, il y a un fossé. Et je pense que l'expression s'est un petit peu fossilisée et finalement évite de réfléchir et de voir combien notre école bouge et combien notre jeunesse mérite qu'on la regarde autrement. Alors, vous êtes donc prof d'histoire géo à Créteil, j'ai dit, vous avez été en tout cas. Oui. Vos élèves, ils ont quel âge? Mes élèves, ils ont entre 15 et 18, 19 ans en général, voilà. Les voilà, oui. Voilà. Alors, vous ne concevez pas votre enseignement sans l'expérience de la culture. Elle est centrale dans votre... Donc, la culture au sens large, d'ailleurs, ça passe par les musées, la littérature, la musique, les spectacles. Qu'est-ce qu'elle apporte, la culture, à vos élèves? La culture, elle ouvre les horizons, elle repousse les murs, elle aide à supporter la rigueur des jours et elle donne un peu sens à la vie, ou en tout cas elle permet de traverser l'existence en donnant du beau et de l'espoir, je pense. Oui, elle donne une raison de vivre. Ouais. Voilà. Vous avez fait plusieurs activités avec vos élèves, j'imagine, en 19 ans. Oui, alors on n'a pas en langage éducation nationale, on parle de projets pédagogiques, mais effectivement, ce sont toujours des projets collectifs qu'on porte, mais emmener les élèves au musée, au théâtre, travailler avec des artistes, aller à l'étranger, aller voir ailleurs comment va le monde. Mais tout ça, ça ne se fait pas que dans des écoles du 16e arrondissement, comme vous dites? Non, ça ne se fait pas que dans le 16e arrondissement. Ouais. Alors, la réalisatrice Marion Castille-Mention a tourné en 2014 un film de fiction sur votre travail d'enseignante à Créteil. Notamment, ça s'appelait Les Héritiers, avec Ariane Ascaride qui jouait votre rôle. Oui. Vous en avez un peu marre de... Non, mais c'est écrasant d'être incarné par Ariane Ascaride. Bon, que vous avez rencontré, bien sûr. Oui, bien sûr. On va regarder la bande-annonce de ce film. La croix jeune fille sous la veste, merci. Foulard, s'il vous plaît, merci, bonjour. La seconde 1, c'est une catastrophe. Il y a 3 rapports disciplinaires avisés en urgence. Je m'en fous de tes règles. Je m'appelle Madame Guégen. Si. J'ai réfléchi à un projet qu'on pourrait faire tous ensemble. Un concours. C'est le concours national de la résistance et de la déportation. Ça a l'air d'être un truc d'intello, ça. Vous savez très bien qu'on va se planter. Pourquoi vous voulez qu'on se tape la honte? Pourquoi vous faites ça? C'est bizarre parce que moi, j'ai beaucoup plus confiance en vous que vous n'avez confiance en vous-même. Madame, pourquoi on parle toujours des juifs? Les enfants et les adolescents. Pas de religion, pas de nationalité. Y a pas plus funky, là, comme concours? Je pense, moi... Alors, on a vu un extrait, donc c'était la bande-annonce, mais l'idée, c'était de faire participer donc, vos élèves à ce concours national de la résistance et de la déportation. Ils ont fait un travail d'enquête sur les enfants donc, qui avaient été emmenés dans le système concentrationnaire nazi. Alors, en l'occurrence, ce n'était pas seulement des enfants. Ils avaient rencontré des déportés. Il s'agissait de travailler, effectivement... Enfin, c'était des enfants et des adolescents cette année-là. Oui, vous avez raison. Mais ils avaient rencontré des adultes, un vieux monsieur, donc, qui s'appelait Léon Ziegel. Oui. Et vos élèves ont eu le premier prix de ce concours. Oui, le premier prix national. Et je crois que Ahmed Dramé, qui est à l'origine de ce film, ne s'en est pas remis, même s'il ne l'a jamais dit à l'époque. Mais alors, au-delà de ce film, est-ce que c'est
toujours aussi difficile ou de plus en plus difficile d'enseigner ou simplement de parler de la Shoah dans ces écoles? Alors d'abord, on postule le fait que c'est impossible ou difficile dans ces écoles-là. C'est déjà un postulat qu'il faudrait examiner un peu calmement. La Shoah, ça s'enseigne, ça fait partie des programmes. Les professeurs d'histoire l'enseignent depuis que c'est inscrit dans les programmes. Maintenant, la difficulté, je pense que c'est une difficulté qui est propre non pas au territoire, aux cités, aux quartiers sensibles, à tout ce que vous voulez et comment vous allez l'appeler, mais c'est lourd, c'est une histoire extrêmement lourde à porter pour l'ensemble de notre société française. On a quand même mis pratiquement plus de 30 ans ou 40 ans à oser déjà en parler et à l'incorporer à notre histoire officielle, à notre mémoire officielle. Alors après, on se pose la question, c'est compliqué pour les jeunes. Mais ça a été compliqué, c'est compliqué pour tout le monde. Parce que c'est une histoire de destruction et de mort, tout simplement. Et que c'est incompréhensible et c'est douloureux. Mais il y a des écoles, paraît-il, où on ne peut même plus parler de la Shoah. Ça devient un sujet tabou comme d'autres. Alors, il me semble que si on arrive, pour faire court, j'aimerais ne pas distribuer non plus d'injonctions, je n'ai pas de savoir-faire particulier, mais il me semble que c'est une question d'histoire comme une autre. Et que si on l'aborde dans le calme, sans faire de ce cours un cours exceptionnel, particulier, sans dire, attention, taisez-vous, ce cours-là, on va toucher à des choses, à des enjeux essentiels, déjà, on a créé les conditions d'un cours ordinaire. Et puis après, s'il y a des réactions, peut-être faut-il les entendre, peut-être faut-il écouter pour désamorcer. Mais moi, je n'ai jamais été confrontée. Alors, je sais qu'il y a eu des incidents qui ont été signalés. C'est 63 incidents qui sont signalés dans le rapport Aubin pour toute la France. Quelles leçons vous retirez de cette expérience, de ce concours, au final, avec le recul d'ailleurs? Alors, l'intérêt de faire un concours de ce type, je pense que c'est d'emmener les élèves dans un travail de recherche. Et ça, c'est passionnant. De les mettre en position d'être acteurs de leurs apprentissages. C'est-à-dire qu'on les confronte aux archives, on les confronte à la complexité de l'histoire, on les amène à s'approprier des lieux, des dates, des faits. Parce qu'en fait, ils ont écrit la biographie de plusieurs enfants. Voilà, en fait, ils ont réfléchi. Alors là, en fait, c'était beaucoup plus compliqué que ça, parce que, par définition, les enfants dans les camps n'y restaient pas, puisqu'ils étaient mis à mort. Donc, ils ont d'abord, effectivement, cherché à comprendre quel était le processus qui amenait des enfants, qui étaient des enfants comme les autres, qui jouaient au ballon ou qui avaient l'espoir de faire des études, jusqu'à ces camps. Et puis ensuite, l'objectif a été de travailler sur les traces. Puisque ces enfants avaient disparu, qu'est-ce qu'on a comme traces de ces enfants? Ils ont fait une sorte de travail d'historien, en fait. C'était un travail complètement d'historien. Et c'était passionnant. Vous êtes une professeure exigeante? Oui, je crois. C'est important, l'exigence? Je crois qu'il ne faut jamais rien céder, effectivement, sur les contenus, sur les savoirs. Et puis, amener les élèves à exprimer toute leur richesse. C'est ça le métier d'enseignant. Dans l'enseignement, il y a beaucoup de sigles, d'acronymes, les ZEP, les REP, les ZUP. Derrière ces sigles, il y a des enseignants qui travaillent tous les jours, au quotidien. C'est ça aussi que ça veut dire, ce livre? Oui, alors la ZUP, c'est une zone d'urbanisation prioritaire. C'est pas lié à l'école, mais dans laquelle il y a effectivement des établissements qui peuvent être des zones d'éducation prioritaire. Mais je dirais que c'est des écoles dans lesquelles on travaille, dans lesquelles on applique, on suit des instructions officielles, et puis on a des élèves devant soi, et puis on les amène à la poésie, on les amène à l'histoire, on les amène tranquillement, avec des moyens variés, parce qu'on est des individus différents, on les amène à, finalement, là où ils doivent aller, c'est-à-dire à la lecture, à l'écriture, à l'examen, et finalement à la réussite. Est-ce qu'il y a des sujets, on parlait de la Shoah, est-ce qu'il y a d'autres sujets tabous dans ces écoles de banlieue, pour les appeler comme ça? Par exemple, les religions, la laïcité, le corps. Alors oui, j'ai un petit peu réfléchi à cette question du corps, parce que j'enseigne aussi l'histoire des arts, mais je pense que des collègues de SVT s'y confrontent. Je pense que c'est peut-être un des tabous, mais pas seulement un tabou pour les jeunes ou l'école, c'est un des tabous de notre société. En fait, les questions qui fâchent, elles varient avec le temps. Marc Bloch, il dit bien que quand il arrive dans le sud de la France, on lui dit « Ah, vous pouvez parler de tout, de l'affaire Dreyfus, de la laïcité à une époque où ça paraît ultra sensible, mais par contre, on ne peut pas aborder les questions de religion. » Donc, les questions sensibles, je pense que le corps, le rapport au corps peut être une question sensible, mais il y en a énormément d'autres. Et après, c'est sensible pour qui? Pour les parents d'élèves,
pour la société, pour nos élèves, c'est vraiment difficile. Justement, vous parlez des parents, d'une manière générale, la société, et en premier lieu, justement, les parents, ils se défaussent trop souvent sur les enseignants, sur l'école, en disant l'école fera ce que je ne peux pas faire moi-même ou ce que je ne veux plus faire moi-même. Il y a une ambivalence parce qu'à la fois on attend énormément de l'école et en même temps parfois on lui reproche de faire. En ce moment, je suis frappée de voir, alors c'est ultra minoritaire, mais de voir qu'on refuse l'éducation sexuelle. C'est-à-dire mieux vaut mourir du sida, être contaminé, subir des grossesses précoces, que d'avoir ce savoir-là et cette éducation-là. Il y a des injonctions dans tous les sens. Donc la société attend de nous que nous réparions les problèmes de la société. L'école, elle n'est pas étanche aux problèmes de la société. En fait, quand on sort de votre livre, on se rend compte que pour dépasser notre livre, de votre livre, de ce livre collectif, que pour dépasser le fatalisme, vous prenez en fait tous le dialogue et la compréhension dans les écoles. Ce sont deux mots fondamentaux. Oui, alors il y a autre chose, je crois qu'il y a un autre mot, c'est questionner. Semer le trouble, dit Fabien Truong, le sociologue, et un collègue, Jean-Pierre Aurière, il dit il faut installer les élèves dans l'inquiétude du questionnement. Le prof n'a pas que des réponses. Le prof n'a pas que des réponses, mais en revanche, il peut éventuellement en avoir, en tout cas avoir des savoirs pour, mais il faut d'abord interroger les élèves et les laisser parler et trouver peut-être. C'est encore une question d'actualité. Est-ce que vous êtes favorable à la proposition du ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, de relancer l'apprentissage de l'arabe pour lutter contre l'islamisme? C'est ça l'idée? Alors, c'est une question un petit peu surprenante en ce moment, parce que l'arabe s'enseigne, mais depuis des décennies. Oui, mais il y a de moins en moins d'élèves qui suivent la langue arabe dans les écoles. Parce que l'arabe est appris de plus en plus dans les mosquées. Alors, en fait, il me semble que ça rejoint la question de l'apprentissage des langues. C'est qu'en fait, tout dépend du nombre d'enseignants qui vont apprendre le créole, l'arabe, des langues, le chinois, ça n'est pas offert par tous les établissements. Et c'est peut-être dommage, effectivement. C'est une question de moyens aussi. C'est une question de moyens, mais on ne peut pas d'un côté dire l'école coûte cher et supprimer des postes et après s'apercevoir qu'effectivement, si ces langues ne s'apprennent pas à l'école, elles s'apprennent ailleurs. Et elles s'apprennent parfois mal et elles sont prétexte éventuellement à d'autres enseignements. Merci Anne Anglaise. Je renvoie ce livre collectif Territoire vivant au pluriel de la République aux éditions La Découverte. Merci beaucoup.